Culture Soccer. Bienvenue à un nouveau épisode spécial Coupe du Monde France 2019 où nous ferons cette fois-ci un retour sur les huitièmes de finale. Comme à l'habitude, là, on vous remercie d'être aussi nombreux à écouter nos épisodes spéciaux, que ce soit sur la Gold Cup ou la Coupe du Monde. On vous le rappelle, n'hésitez pas à commenter nos épisodes sur les réseaux sociaux et à les partager en grand nombre. Comme très souvent, je suis accompagné de mon collègue, de mon compatriote, Adi Raphaël. Ça va bien? Oui, ça va et toi, Anthony? On essaie de s'en remettre, mais ça va. Ouais, toujours blessé. Oui. Toujours blessé. Oui, je garde mes munitions pour plus tard. C'est bon. Et pour revenir sur ces matchs, on sort l'artillerie lourde comme au précédent épisode. Tout d'abord, nous sommes rejoints par Georges Sanchez. Bonjour Georges, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et vous autres? Ça va très bien, merci. Et lorsqu'on parle soccer féminin là, chez Culture Soccer, une personne nous vient immédiatement en tête. C'est Elodie. Ça va bien, Elodie? Ben oui, bien merci. Et vous? Ça va bien, parfait. Donc, épisode assez chargé. Là, on va revenir sur chaque huitième de finale. Et il y a eu des belles rencontres, des surprises. Mais si on commence directement avec la première rencontre, là, il y a eu... dans cette rencontre-là, il n'y a eu aucune surprise. C'est l'Allemagne qui l'a emporté 3-0. Tout le monde sur le plateau ici, là, on était unanime sur cette victoire de l'Allemagne. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a titillé dans cette rencontre? On va commencer par Georges. Non, je pense que c'est un match qui est allé pas mal dans le sens qu'on s'attendait. Je pensais peut-être la Nigérie aurait donné un peu plus d'opposition, mais finalement, c'est un résultat qui est très juste au niveau des deux équipes comparables. Et toi, Elodie, là, l'Allemagne, tu l'as trouvé très forte? Alors, malheureusement, je n'ai pas pu voir le match parce que j'étais sur le Norvège-Australie, mais j'ai juste constaté en fait que l'Allemagne avait marqué assez rapidement et en fait, ça ne m'avait pas étonné de voir ça. Parfait. Et toi, Adi, qui devait regarder cette rencontre à l'aube de, pourquoi pas, un quart de finale Allemagne-Canada, qu'est-ce que tu as pensé de cette Allemagne? Ben, vraiment, aucune surprise du tout de la part de l'Allemagne, propre, logique, puis plein de dominatrices en fait, avec dominatrice de point de vue de la possession, dominatrice en point de vue des occasions de marquer, en tout cas, ben, l'Allemagne quoi. Vraiment, il n'y a pas eu photo. Bon, après, le Nigérian a déjà réussi son coup, donc pour eux, réussir à arriver à ce stade de la compétition, c'était déjà une Coupe du Monde réussie. Donc voilà, ils connaissent là où ils sont et c'est une bonne leçon à apprendre pour le reste et pour le futur pour l'équipe nationale nigériane. Ouais, effectivement. Si ça ne vous dérange pas, on va passer directement à l'autre match qui était beaucoup plus serré et où il y a eu une certaine surprise. Une surprise que Georges avait prédit, si je me souviens bien. La victoire de la Norvège face à l'Australie. Georges, félicitations. Quels sont tes commentaires? Je dois connaître un peu à ce jeu magnifique qui est le foot féminin, vu que j'avais prédit ça. Non, mais en blague à part, j'ai été impressionné par le match dans l'ensemble. Honnêtement, la Norvège, il y avait des joueuses que je ne connaissais pas qui ont vraiment ils ont livré un match très, très intéressant. C'est sûr, quand tu vas en tir de pénal, on peut dire que les équipes ont joué à égalité, puis c'est vraiment un coup de chance ou un concours d'habilité technique qui font la différence. Mais j'ai aimé ce match-là. Je l'ai trouvé très intéressant. Je l'ai trouvé très compétitif, mais il y avait un sens de fair play entre les deux équipes quand même. C'est bon. Et elle a dit qu'est-ce que tu crois qu'il a manqué à l'Australie là, pour se qualifier pour ces quarts de finale? Alors là, franchement, au niveau du match, j'ai trouvé que c'était le match le plus beau que j'ai vu, moi, enfin, à mon avis, de cette Coupe du Monde. Je me suis régalée à voir ce match, c'était incroyable. J'ai trouvé une Norvège qui était en place collectivement, juste tactiquement, donc ça m'a pas surprise de les voir revenir au score. Mais moi, ce qui m'a un peu déçue, en fait, c'est le penalty de Sam Kerr. Et honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il vole 3 mètres au-dessus des barres. Je sais pas ce qui leur est arrivé en fait Ouais, à ces Australiennes.
Ouais, c'est ça. On dirait qu'il a manqué un peu de sang-froid à la fin, avec aussi un carton rouge. Toi, Adi, vraiment, la Norvège, pour toi, c'est mérité? Ben écoute, c'était un match, comme l'a dit Georges et comme l'a dit Elodie, un match extrêmement équilibré entre deux équipes et je pense que ça aurait pu, au tir de penalty, ça peut aller des deux côtés. Après, tout revient à le côté mental, puis ça revient aussi au côté technique. Puis malheureusement, Elodie l'a bien dit, Sam Kerr a complètement manqué non seulement côté mental, mais même côté technique, a complètement manqué son penalty. Et quand ton attaquante étoile fait ça, tu regagnes rarement. On l'a vu dans l'histoire du monde du football, on l'a vu, d'habitude, ton attaquant étoile rate son tir de penalty. C'est rare que tu remportes la partie. Ça a été comme ça du côté des masculins ou des féminins. Donc, ça a toujours été pareil. Après, oui, il y a plusieurs joueuses qui ont été très, très, très intéressantes. Du côté de la Norvège, moi, j'ai été vraiment impressionné par Doris Dottir qui joue à Chelsea. Je l'avais vu un peu, très peu malheureusement, mais était extraordinaire en défense. Bref, il y a eu vraiment de très, très bonnes joueuses. On parle de Caroline Graham Hansen du côté de la Norvège. Puis en Australie, bon, on a vu Samantha Kerr, malgré son penalty manqué, elle n'a pas été mauvaise. Et la latérale gauche qui a été très bonne, j'ai du mal à prononcer son nom, mais je pense que c'est Colin Knight, qui a été aussi très, très bonne. Et on a vu la relève avec Ellie Carpenter. On en avait parlé lors du podcast de présentation, la latérale droite australienne qui a été extraordinaire tout au long de cette Coupe du Monde. Oui, et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter sur Norvège-Australie ou non? OK, parfait. Et oui, elle a dit. Si, peut-être au niveau du carton rouge sur Alana Kennedy, en fait, j'ai pas trop compris pourquoi. Je m'attendais à ce que ça soit plus virulent que ça au niveau comment dire, du tacle, parce que j'essaie de voir le ralenti, mais j'ai pas très bien compris pourquoi un rouge direct, en fait. Mais je pense qu'ils ont appliqué le règlement faute professionnelle empêche une chance de marquer. Elle était la dernière défenseur. Elle a accroché, donc c'est pas la gravité de la faute autant que ou sur le terrain puis qui a empêché un échappé ou qu'est-ce qui aurait pu. Je suis d'accord que ça semblait un peu sévère comme conséquence, mais si on applique les règlements tels qu'ils sont écrits, je pense que c'est une décision juste quand même. La journée de dimanche était semblable à celle du samedi. La première rencontre a été une domination, tandis que l'autre a été beaucoup plus serrée. Et la première rencontre, là, c'était Angleterre-Cameroun. Donc, comme le jour d'avant, une grande équipe d'Europe face à une équipe africaine. Et vraiment, il n'y a pas eu de débat, si je pourrais dire. C'est l'Angleterre qui l'a emporté 3-0. Toi, Adi, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre-là, gagnée facilement par l'Angleterre? On l'avait dit au début de la compétition, comme quoi l'Angleterre, c'est un peu un outsider, même peut-être un favori. Donc, je dirais pas favori. Moi, je pense pas qu'elle est encore au niveau de l'Allemagne ou des États-Unis, mais n'empêche, elle se rapproche très dangereusement. Puis une bonne victoire 3-0, comme on l'a dit, ça a été assez sec. Je pense que pour moi, c'était en tout cas, pour moi, c'était le match le plus simple de ce tour-là. Le Cameroun, je pense pas qu'ils ont été très... en tout cas, je me rappelle pas d'avoir vu une farouche opposition de mon côté à moi. Une grosse domination anglaise, puis une belle victoire de 3-0. Parfait. Et toi, Georges, Adi semble pas les voir aller jusqu'au bout. Toi, Georges, est-ce que tu as aimé qu'est-ce que tu as vu de l'Angleterre? Moi, c'est une équipe qui, pour moi, je pense, je l'ai dit qu'on s'est parlé en fin de semaine, qui était la plus constante et pas énormément spectaculaire. Elle fait qu'est-ce qu'elle a à faire. C'est drôle, ça c'est un match que j'ai pas vu en direct, j'ai vu par la suite enregistré. Puis c'est sûr que j'ai rentré dans un match pensant voir du anti-jeu, du manque de fair play, des vacheries de la part du Cameroun. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a des choses qui ont été exagérées. Oui, il y avait une faute avec le coude tôt dans le match qui a mérité un carton jaune. Oui, on a vu des émotions. Les filles de Cameroun ne semblaient pas accepter les 18 VAR. Puis peut-être qu'ils ne voulaient pas jouer ou quitter le terrain, mais je pense que c'est dans le coup de l'émotion. Ils ont vécu des choses, des sentiments. Ils pensaient avoir marqué un but pour le rendre 2-1. Mais pour moi, c'était pas aussi négatif
que certains commentaires que j'ai vus sur les réseaux sociaux me faisaient penser. Mais une joueuse qui m'a vraiment sorti, j'avais déjà vu jouer live même. Pour moi, Jill Scott, c'est un moteur dans le centre du terrain. À cause de sa grandeur puis sa minceur, des fois, elle court tout croche, mais toujours à la bonne place. Elle a une touche technique superbe. Elle se déplace sans ballon exceptionnellement. C'est vraiment elle qui gère l'équipe au milieu de terrain, puis elle m'a vraiment impressionné dans ça. C'est bon. Et toi, Elodie, est-ce que tu as été aussi impressionné que Georges par cette joueuse et par, pourquoi pas, l'attitude camerounaise? Ouais, moi, ce qui m'a un peu marqué dans ce match, en fait, c'est les déchets techniques du Cameroun. J'avais l'impression, en fait, qu'elle jetait le ballon sans regarder vraiment à qui elle voulait le passer. Enfin, des fois, c'était un peu même bizarre, juste pour envoyer le ballon le plus loin devant possible pour essayer de créer du danger dans la défense adverse. Mais voilà, moi, le Cameroun, je les ai trouvés très, très brouillons. Elles ont réussi par contre à créer un peu le danger sur une erreur de Greenwood. Quand j'ai vu qu'elle faisait sa passe en retrait à la gardienne, je dis oups. Mais ouais, c'est vrai que l'Angleterre est assez constante, juste à faire attention à ces petites erreurs qui peuvent coûter cher par la suite. Parce que contre la Norvège, ça risque de faire mal ce genre d'erreur. Mais si on continue avec la rencontre suivante entre la France et le Brésil, c'est la France qui l'a emporté 2-1 dans un match vraiment chaudement disputé. La parole est à toi, Elodie. Tu es la Française du podcast, donc est-ce que tu es inquiet par cette victoire ou vraiment là, tu dis que c'était une certaine erreur de parcours, les prolongations? Honnêtement, j'ai eu très peur. Quand les Brésiliennes sont revenues, moi je me suis dit ça y est, c'est fini. Je trouvais qu'elles y arrivaient pas en fait les Françaises. Marion Tourant sur son couloir, je sais pas ce qui lui est arrivé, elle était pas là. Elle était à 2-3 mètres de son attaquante. Elle était trop loin. Alors je sais pas pourquoi Corinne Diacre l'a sorti plus tôt en fait. Alors, est-ce que c'était une instruction de la part du staff français? Mais honnêtement, je pense pas. Mais ouais, j'ai eu très, très peur. Elles étaient pas efficaces devant. Enfin, elles ont eu du mal. Et toi, Georges, qu'est-ce que tu as pensé de cette France? Ça a été un match serré. Puis des fois, ce genre de match peut servir de motivation pour les matchs qui. J'étais un peu surpris. Je me suis dit, avec le but qui a été refusé après le deuxième but qui a compté, je pensais pas peut-être que le Brésil aurait une réponse à envoyer, mais honnêtement, ils ont donné un jeu très intéressant, assez inspiré. Il y a des joueuses des deux côtés qui m'ont impressionné un peu. Moi, je pense qu'un impact qui a été intéressant pour la France, c'est Tini qui est rentré à la 70e minute, je pense, si je ne me trompe pas. Je pense que ça a changé un peu la dynamique au milieu de terrain pour la France. Puis on a vu, ils sont commencés à s'imposer à partir de ce moment-là. Je pense que la France, il y a eu des moments à faire peur un peu, mais je pense que ça reste une équipe qui peut aller gagner cette Coupe du Monde à la fin. Parfait. Donc, pour toi, c'est une simple erreur de parcours et vraiment, là, on garde confiance en nos Français, en nos cousins français. Mais comme on dit en anglais, it's not how, it's how much. Ils ont gagné. Ouais, c'est ça l'important. Et toi, Adi, là, est-ce que pour toi, la défaite brésilienne est un peu injuste ou vraiment, là, c'est le meilleur qui gagne? Ben, j'étais le seul qui avait prédit comme quoi le Brésil pourrait passer devant la France lors du dernier podcast. Je pense que je me suis pas trompé de ce point de vue-là. Ça a été très difficile pour les Françaises. Il faut dire aussi, ce match-là, ça s'est joué à un fil, mais vraiment à un fil parce que la remplaçante, si je me rappelle bien, c'était Poliana qui était rentrée, qui a fait un slalom, qui a failli marquer un but, puis c'est la défenseuse Mbok Batinka qui a sauvé sur sa ligne, si je me trompe pas. Elodie, dis-moi si j'ai tort. C'est ça. C'est ça. Et c'est passé à un cheveu. Puis je me rappelle, je regardais le match, puis ma femme, d'habitude, qui ne suit pas trop le soccer, mais était à côté de moi, et elle était là, wow, qu'est-ce qui vient de se passer là? Donc bref, c'était assez drôle parce que tout le monde avait déjà
mis ces Brésiliens de côté. Puis j'avais dit qu'arrivé à ce moment-là de la compétition, l'expérience est quelque chose d'extrêmement important. On avait peur de cette équipe de Brésil dans la phase de groupe parce que c'est là où c'est difficile pour ce genre d'équipe avec beaucoup d'expérience et des joueuses assez âgées de se mettre dans le bain d'une compétition. Mais une fois qu'ils ont dépassé cette phase de groupe-là, c'est là où leur expérience devient bénéfique. Et on l'a vu dans ce match-là, l'expérience a été extrêmement importante. Après, bon, la France a trouvé ce qu'il faut pour mettre le ballon au fond. Elle a fait attention, elle a eu un peu de chance, mais aussi beaucoup de talent pour arriver à marquer ce but par Henry à la 107e minute. En tout cas, c'est extrêmement intéressant de voir la France continuer. Le gros clash arrive après avec les États-Unis, mais comme on dit, comme Georges l'a dit, je vais le dire un peu d'une différente manière. Un champion, c'est rarement, on voit jamais dans ce genre de compétition, une équipe qui remporte la compétition, c'est jamais une équipe qui a gagné tous ses matchs 5-0. Hein. C'est toujours des équipes qui ont dû batailler, qui ont été poussées dans leur plus profonde réserve et qui ont dû puiser dans leur profonde réserve qui remportent la compétition d'habitude. Donc peut-être que c'est bon signe pour la France qui a été mise à l'épreuve dès ce stade-là de la compétition. Oui, d'ailleurs, j'aimerais parler de qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette rencontre. Martha, qui risque d'avoir joué son dernier match à une Coupe du Monde, a fait un certain cri du cœur envers la prochaine génération de joueuses brésiliennes. Elle a dit qu'est-ce que tu as pensé de ces déclarations-là de la part de la joueuse du Orlando Pride? J'ai trouvé ça très touchant et puis c'est vrai, enfin elle lance un appel quoi. Elle a dit les filles, il faut y aller, faut pleurer avant pour pouvoir sourire après parce que les Martha, les Formiga, elles seront pas là tout le temps. Donc c'est un appel aussi un peu à l'aide à la fédération. C'est mettez les moyens pour que nos jeunes puissent faire bien maintenant pour qu'après ben voilà elles brillent quoi. Et toi, Georges, est-ce que tu as l'impression que vraiment là, ça risque de changer les choses dans ce sport, ce genre de déclaration-là? Je pense, premièrement, je dois dire qu'à ses débuts, je n'étais pas un grand fan de Martha, mais avec les années, on a vu une certaine arrogance devenir un type de sagesse, de modèle. C'est une sortie qui est très semblable à ce qui est arrivé après les Olympiques en 2016. Elle avait fait un appel au pays qui ressemblait beaucoup aux paroles qu'elle a faites dans ce match-là. Un peu dans les mêmes circonstances. C'était une équipe qui avait été bâtie pour gagner une médaille d'or chez eux pendant les Olympiques à Rio. Ils ont perdu la médaille de bronze contre le Canada. Puis elle a fait une sortie semblable qu'il faut abandonner pas l'espoir, rester fidèle à l'équipe, soutenir les femmes au soccer, etc., etc. Ça démontre la fierté puis la passion qui existe dans cette grande athlète. Puis quand on va parler du Canada, on va voir une autre grande joueuse qui peut-être arrive à sa retraite, qui n'a pas eu le même pattern, qui est fidèle à sa personnalité. Mais je trouve que c'est Martha. C'est une femme qui a toujours parlé avec son cœur, puis n'a jamais eu peur de dire qu'est-ce qu'elle pensait. C'est vraiment inspirant. J'aime ça, voir ce genre de discours. Au début, avant la compétition, il y a eu les femmes américaines qui se sont levées. Là c'est une des plus grandes légendes de ce sport qui se lève. C'est vraiment inspirant. Mais on va continuer dans ces huitièmes de finale. Et avant de passer aux États-Unis et à la rencontre des États-Unis et du Canada, j'ai le goût d'y aller directement avec les rencontres qui se sont déroulées hier entre l'Italie et la Chine, puis les Pays-Bas et le Japon. Le match entre l'Italie et la Chine, c'était vraiment un match très serré avec des nations qu'on n'avait pas forcément attendu en huitième. Au final, c'est l'Italie qui l'emporte 2-0. Pour toi, Georges, c'est une victoire logique? Oui. Vu le niveau de jeu à ce tournoi-là, oui, c'est un résultat logique. Si on aurait discuté à Paradis, je vais dire encore à Paradis qui avait dit « Regarde l'Italie », si on aurait discuté que l'Italie serait en quart de finale, puis aurait battu l'Australie, puis aurait battu la Chine, j'aurais eu la difficulté à croire. Mais finalement, c'est une équipe qui joue à leur force, qui font qu'est-ce qu'ils ont à faire. On a vu des moments hier, c'était déjà 2-0, mais on a vu, ils étaient un peu la défense à l'italienne, tout le monde derrière le ballon, on défend sur 30 mètres, 25 mètres, puis on fait n'importe quoi pour empêcher les passes et les tirs.
ils m'ont impressionné. Ils continuent à m'impressionner comme ils ont fait dès le début du tournoi. Puis je pense que c'est fantastique pour le soccer féminin en général de voir une autre puissance sortir du lot un peu. Et d'ailleurs, elle dit euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Est-ce qu'on peut de plus en plus t'appeler le génie du soccer féminin? Oui, effectivement. En fait, c'est fou parce que c'est drôle de voir l'Italie. Ben, on voit le nouveau Catenaccio, en fait. L'Italie qui joue extrêmement défensif et qui arrive à faire. Moi, pour ce match-là, je m'attendais à ce que la Chine sorte. Je pense que je pense que et Elodie et Georges avaient dit qu'ils voyaient eux l'Italie passer. Moi, je m'attendais à ce que la Chine trouve un moyen de battre cette équipe italienne et comme quoi, comme on l'a dit, l'Italie a déjà impressionné lors de la phase de groupe et je pensais que ça allait s'arrêter là. Pourtant, non. L'Italie a encore rempli son mandat avec une excellente prestation, un vrai catenaccio, comme on le dit. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du catenaccio, c'est très simple. C'est vraiment un jeu à l'italienne qui a été créé depuis peut-être plus qu'une cinquantaine d'années, qui est un jeu extrêmement défensif, qui est basé sur la contre-attaque, avec un 11 qui est vraiment très, très défensif, très souvent replié, très compact, les 11 dans leur moitié de terrain pour après se lancer en flèche vers l'attaque. Donc, c'est ce qu'on a vu du côté de l'Italie, puis ça l'a réussi encore une fois. Donc, faut voir maintenant ce que ça va se passer dans les quarts de finale et je suis très intéressé par voir ce match-là parce que je pense que ce sera un match extrêmement excitant entre les Pays-Bas et l'Italie, où les Pays-Bas, on va en parler un peu plus tard, qui sont une force qui ont plus tendance à être super dominatrices. On va voir ce que ça va donner. Et toi, Elodie, là, est-ce que tu as eu la chance de regarder cette rencontre? Oui, j'ai regardé un petit bout du match, mais j'avoue que l'Italie, pour moi, c'est la grande surprise de cette Coupe du Monde. Quand la compétition a démarré, j'aurais même pas imaginé les voir là, en 16e de finale. Et là, elles vont se retrouver en quart. Enfin, ça fait 28 ans que ça leur était pas arrivé. Donc, pour cette équipe, c'est juste magique, quoi. C'est impressionnant et je pense que le fait de voir cette équipe nationale monter en puissance, c'est parce que leur championnat aussi commence à prendre de la force. Donc, je pense que c'est pas anodin les deux. Exactement. Et finalement, le dernier huitième de finale, là, mettant en vedette le prochain adversaire de l'Italie, les Pays-Bas qui affrontaient le Japon. Euh, un match bien disputé par les Pays-Bas qui l'emporte sur une main tout juste avant les temps additionnels. Là, toi, Adi, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre et cette fameuse main à la fin de la rencontre? Ben écoute, franchement, par rapport à la rencontre, je m'attendais à ce que ce soit plus simple pour les Pays-Bas. Encore une fois, c'est Georges qui a dit qu'il faut faire attention au Japon. Et parce que le Japon, dans toutes les compétitions, le Japon, il faut jamais les considérer battus d'avance. Et il a eu complètement raison. Je pense que c'est un match qui aurait pu aller des deux côtés, un peu comme l'autre match entre la France et le Brésil ou bien la Norvège et l'Australie. C'est un match extrêmement disputé qui a été fait. Puis après, écoute, les Pays-Bas ont eu ce petit brin de chance, cette petite faute d'inattention. Puis voilà, ils ont marqué. Pour moi, sur papier et sur ce que j'ai vu depuis le début de la compétition, pour moi, la meilleure équipe a gagné. Donc, c'est encore mieux pour la compétition, mais ça, c'est mon point de vue à moi. D'accord. Et on va laisser la parole à Georges. Toi, Georges, finalement, est-ce que tu as aimé qu'est-ce que tu as vu de ce Japon? Je pense une fois qu'ils ont marqué le premier but, on a vu ils se sont relevés un peu. Moi, je pense en deuxième demi, c'est vraiment eux qui ont amené le jeu. C'est eux qui ont attaqué, c'est eux qui ont mis la pédale au fond. Ils circulent le ballon d'une façon incroyable, même dans les espaces serrés. Ils n'ont pas peur de faire des courtes passes pour s'en sortir. Ils ne vont pas juste dégager pour dégager. Je trouve que c'est une façon difficile de perdre, mais les règlements sont les règlements. Puis on a vu, le VAR n'a pas été utilisé. L'arbitre n'a même pas hésité. Dans les anciens règlements, ça n'aurait pas été un péno parce que c'était le ballon qui frappait la main et non la main qui frappait le ballon ou le bras dans ce cas-ci. Mais avec les nouveaux règlements qui ont rentré le 1er juin, c'était une faute. Le bras n'était pas dans une position naturelle, puis le ballon l'a frappé. Alors, c'est un péno. Le règlement a été appliqué à sa juste valeur. Et après ça, mais le Land, c'est une équipe qui grandit avec chaque match. C'est pas pour rien qu'ils sont champions
champion d'Europe. Parfait. Et toi, Elodie, là, tu disais que je crois que c'est toi qui disais que tu avais hâte de voir les Pays-Bas face à l'Italie. Mais comment tu as trouvé les Pays-Bas face au Japon? Ben, je trouve que les Pays-Bas, ils ont un peu souffert en seconde mi-temps parce que le Japon il était très, très bien présent. D'ailleurs, ça m'a étonné que ça rentre pas au fond parce que je crois que le Japon, 2 ou 3 fois, ça a tapé sur la barre, hein. Mais après, voilà, les Pays-Bas avec, avec Janice Van Senden et mince, j'ai oublié son nom, la deuxième. Mais elles sont performantes devant et efficaces, quoi. Elles ont leur chance, quoi. Honnêtement, les Pays-Bas m'impressionnent. Parfait. C'est vrai que plus la compétition avance et plus on se dit que cette nation a le talent pourquoi pas aller au bout. Donc, on est rendu vraiment au vif du sujet, soit la rencontre entre l'Espagne et les États-Unis et celle de la Suède face au Canada. Mais on va y aller directement avec Espagne-États-Unis. Je vais commencer par Georges, là. Comment finalement ton Espagne là, c'est bien débrouillé face aux États-Unis, hein? Oui, regarde, j'aurais jamais pensé qu'une faute migée en pénal vers la fin du match aurait fait 2-1. Mais on a vu un pays comme la Norvège, à leur deuxième Coupe du Monde, qui avec l'expérience qui grandit, avec les clubs locaux ou domestiques, la Ligue qui est investie, qui commence à prendre le dessus un peu. Ils ont trouvé une recette pour mettre la pression sur les Américaines, puis je pense que c'est une recette qui pourrait être copiée par les autres équipes dans les matchs à venir. C'est vraiment, comme tu l'as dit, une faute assez mitigée. Certains diront que c'en était une, d'autres non. Mais au fond, c'est les États-Unis qui l'ont emporté. Et on a notre expert américaine ici. Donc, Elodie, toi, est-ce que les Américaines t'ont inquiété? Inquiétées, oui, parce que elles se sont faites un peu malmener là, les Américaines, et c'est la première fois, je pense, qu'elles subissaient autant de coups. Je pense que elles ont un peu souffert au niveau physique parce que les Espagnols, ils sont pas allés de main morte. Mais ouais, après le premier penalty, voilà, moi je trouve que c'était un penalty un peu du style que celui de la France contre la Norvège quand Marianne Torrent est dans la surface de réparation, que la Norvégienne essaie de dégager, mais au lieu de toucher le ballon, elle touche la Française. Et en fait, voilà, les Américains ont beaucoup critiqué ce penalty et je pense que ce penalty-là est un peu similaire. Et après, effectivement, il y a eu le deuxième penalty qui est un peu litigieux. On se demande vraiment si elle touche ou pas. Rose Lavelle dit qu'elle a vraiment été touchée au tibia. Donc après, suivant les angles, on voit pas très bien. Donc ça, malheureusement, voilà. L'arbitre a vu la VAR, elle a dit que oui, donc penalty. Ouais. Mais ouais, elles se sont fait un peu bouger. Ouais. Oui, on a vu ça. Et toi, Adi, vraiment, là, est-ce que tu penses que les Américaines, ils viennent d'avoir un adversaire qui les a vraiment contrés? En fait, moi, je vais être un peu avoir un avis un peu différent d'Élodie. Pour moi, je pense que l'équipe la plus dangereuse dans ce match-là, ça a été l'Espagne. Je pense que c'est eux qui ont joué. À chaque fois que l'Espagne arrivait proche de la surface de réparation des États-Unis, tout le monde tremblait. Je pense que les attaques étaient bien menées. On avait un système de jeu très précis, très logique. On voyait les passes des Espagnols étaient tellement millimétrées, une justesse technique quand même très, très bonne à ce niveau-là. J'ai vu des passes en une touche balle assez précises. Après, bon, on s'entend que les États-Unis étaient favorites. Je trouve que elles l'ont échappé belle. Moi, j'étais un de ceux qui était pas du tout d'accord avec le deuxième penalty, mais vraiment pas du tout d'accord avec le deuxième penalty. Ah, mais moi non plus, hein, honnêtement. Pourtant, j'aime beaucoup les États-Unis, mais là, honnêtement, quand j'ai vu la faute, pour moi, j'ai dit non, l'arbitre, elle va revenir dessus, c'est pas possible. Donc, exactement. Oui, et j'aimerais un peu décrypter comment je l'ai vu ce penalty-là, même après avoir revu les images. Écoute, c'est très simple, OK? On voit un penalty,
on voit quelqu'un qui touche le tibia. Okay? On s'entend que, si je ne me trompe pas, c'était Lavelle qui a été blessé, qui a été fauché, n'est-ce pas, Élodie? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était Lavelle qui a été fauché. Puis on s'entend que si jamais c'était une joueuse avec un gros point d'appui, donc de grosses cuisses, qui serait à ce moment-là capable de, après avoir été trébuchée, capable de faire 2-3 pas après, j'aurais compris. Mais on s'entend que Lavelle, c'est pas le cas. On voit Lavelle faire 2-3 pas après avant de chuter. Pour moi, quelqu'un du gabarit de Lavelle, et si elle est vraiment fauchée, elle va tomber sans faire aucun pas devant elle. Mais ce qui n'a pas été le cas. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, bon, c'est sûr que pour pouvoir changer une décision de l'arbitre, il faut que ce soit clair et précis qu'elle a fait une erreur. Les images ne le montrent pas, malheureusement. Si jamais on voit juste le point de contact, ça ne le montre pas à 100% que oui, il n'y a pas eu contact. Donc, je peux comprendre la décision de l'arbitre, même si je trouve que si jamais la décision avait été renversée, il y aurait pas, personne n'aurait crié au scandale. Et je sais pas si ça a un lien, mais pour l'Espagne, là, après la rencontre, là, j'ai vu passer que le Real Madrid allait se créer une équipe féminine. Fait que peut-être que c'est la sélection qui les a fait changer d'avis. Penses-tu que c'est ça, Georges? Non, je pense que c'était quelque chose qui était à prévoir, un peu dans la même façon que Manchester United a tardé à avoir une équipe. Puis ils viennent de finir leur première saison. Il y a une équipe qui jouait dans la deuxième division anglaise, puis ils vont monter en première division la saison prochaine. Je pense qu'ils ont réalisé, le coût de marketing d'avoir une équipe féminine. Quand on regarde ça au niveau du club, puis Atlético, ils ont le club féminin qui est considéré le meilleur en Espagne. Tu as la Barcelone, tu as la Valence, etc., etc. Eux, ils manquaient un peu de bateau de ne pas s'investir dans le soccer féminin. Puis il faut dire qu'ils vont intégrer une équipe qui déjà existait avec plusieurs groupes d'âge, le CD Tacon, dans leur infrastructure. Donc, c'est pas qu'ils vont lancer une équipe féminine, mais ils vont plus ou moins acheter un club féminin, un peu comme ils font avec leur Galatico. Ils ont l'argent, ils vont investir, puis ils en achètent l'infrastructure. Donc, mais je pense que c'est bien pour l'Espagne, puis je pense que l'aspect ligue domestique va ressortir quand on va aller parler du prochain match, celui qui reste à discuter. Mais c'est la preuve qu'une ligue domestique avec qualité qui attire des joueuses internationales fait juste développer les équipes internationales. On le voit d'ailleurs avec l'Italie. Et oui, tu dis, il nous reste un huitième à parler et on le retarde parce que cher auditeur, j'ai peur d'entendre Adi. Attends, avant tout, excuse-moi Anthony de te couper la parole, mais avant tout, j'aimerais ajouter quelque chose sur cette équipe nationale américaine. Je trouve que c'est bien de voir les Américaines. C'est bien pour le pays et pour la sélection de voir les Américaines ne plus survoler et avoir eu un match aussi compliqué en huitième de finale. Je trouve que c'est bien pour le sport féminin, c'est bien pour le soccer féminin, c'est bien aussi pour les États-Unis qui vont devoir un peu plus prendre cette compétition un peu plus au sérieux et ne pas penser qu'il n'y a que l'Allemagne qui peuvent les battre. On l'a vu qu'il y a des équipes qui sont en train de faire de très, très gros efforts pour revenir au niveau et pour arriver à un niveau respectable dans cette compétition-là. Et les États-Unis ne peuvent plus se reposer sur leur laurier. Il va falloir qu'elles cravachent et qu'elles travaillent très fort pour garder leur poste de numéro 1 au monde. En effet. Et c'est ça que je disais. Nous sommes rendus au dernier huitième de finale. Que je disais également là, que j'avais peur d'entendre la réaction d'Adi. Adi, c'est le moment. Je mets pas de chrono, t'as le temps que tu veux. OK, je vais quand même donner la parole à nos invités, mais je vais quand même. Il y a un gros problème. OK, le Canada a perdu 1-0 contre la Suède, mais ça cache. Je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est une grosse défaite pour le Canada parce qu'il y a un gros problème au sein de la Fédération canadienne et au sein du soccer féminin au complet. D'accord? Je vais le résumer en trois, le plus rapidement possible. Il y a un problème au court terme, il y a un problème au moyen terme et il y a un problème au long terme. Donc, il y a un problème partout. Quand on parle du court terme,
Et c'est ça que j'ai essayé de nuancer sur mes discussions sur Twitter parce que le monde pensait que je ne voyais pas ni le moyen ni le long terme. Mais en fait, je parlais du court terme. Et le court terme, c'était la compétition qui était la Coupe du Monde féminine 2019. Quand je vois l'entraîneur pour qui j'ai vraiment, j'étais pas très emballé à voir cet entraîneur-là. Par contre, les résultats lui donnaient raison. Puis effectivement, je voyais que Heiner Moller faisait ce qu'il, il ramenait les résultats. Puis c'est ce qu'on demande d'un entraîneur de la sélection canadienne. Par contre, quand je vois que durant toute la compétition, il y a des joueurs extrêmement talentueuses, mais extrêmement talentueuses, qui sont restés sur le banc tout au long de la compétition. Quand je vois que l'entraîneur était assez frileux que lorsqu'il jouait contre des équipes supposées beaucoup plus faibles, donc je vois par exemple le match contre la Nouvelle-Zélande où le Canada dominait, il a eu peur de sortir son numéro 6, donc Désiré Scott, et pour faire rentrer quelqu'un de plus offensif, puis placer Sophie Schmidt un peu au poste de milieu défensif. Il a toujours eu ce côté un peu frileux. Et que je vois des joueuses comme Julia Grosso, comme Gabrielle Carl, qui n'ont pas joué une minute dans cette compétition-là et qui sont pour moi d'excellentes joueuses qui ont prouvé dans la préparation à cette Coupe du Monde-là qu'elles avaient le niveau pour donner quelque chose de plus à cette compétition et à cette sélection. Pour moi, il y a une grosse erreur. Quand je vois que la meilleure attaquante, jeune attaquante de l'équipe nationale canadienne, qui est Jordyn Huitema, qui le seul match qu'elle a joué, c'est 60 minutes, complètement écartée. On en a parlé avec Georges la fois dernière, complètement écartée sur le côté droit, tandis que c'est une attaquante de pointe. C'est comme si on mettait Zlatan Ibrahimovic à droite chez les hommes, pour ceux qui veulent comprendre. Ça se fait pas. Ce n'est pas quelqu'un que tu peux mettre sur le côté. Et ce genre de décision-là, pour moi, était inacceptable de la part d'un entraîneur d'une sélection canadienne. Pour moi, il est sur cette Coupe du Monde avec les... Si jamais il avait utilisé toutes les forces qu'il avait, si jamais il avait utilisé plusieurs systèmes de jeu, si jamais il avait utilisé toutes les forces qui étaient à sa disposition et qu'il avait flanché, à ce moment-là, j'aurais dit, bon, écoute, les joueuses ne sont pas du niveau. Mais dans ce cas-là, je suis vraiment désolé, l'entraîneur a utilisé sur les 23 joueuses qu'il a pris, il a utilisé combien? Il a utilisé 13, 14? C'est pas normal. Ce n'est pas normal. D'un autre côté, on voit que contre la Suède, à la 84e minute de jeu, il a 2 changements encore à faire. Il fait rentrer une latérale gauche qui est Jade Rivière. Je peux comprendre parce qu'il a fait en sorte que Jade Rivière, qui est beaucoup plus offensif que Alicia Chapman, et je peux comprendre son changement, qu'il a fait rentrer quelqu'un qui est capable de bien centrer, d'être plus offensif, et ainsi de suite. Mais après, il fait rentrer Rebecca Quinn, alors que tout ce qu'il a besoin, c'est d'un but et qu'il perd 1-0. Est-ce que peut-être que ça aurait été mieux de passer à 2 devant? Peut-être que Huitema aurait été meilleur avec Sinclair en pointe. En tout cas, je pense qu'il y a eu un manque, je suis vraiment désolé d'utiliser le terme extrêmement vulgaire, mais de cojones, de couilles à cet entraîneur et pour passer au niveau supérieur. Ça, c'est le court terme. Au moyen terme et au long terme, je vais parler en même temps. Il y a un gros problème du côté de la Fédération canadienne de football. Ce n'est pas normal que le Canada, étant une équipe et reconnue au niveau du soccer féminin, n'ait pas sa propre ligue. Il est grand temps maintenant que le Canada ait une ligue professionnelle féminine, et je pense qu'on en a marre de voir ces joueuses-là aller aux États-Unis, un peu partout à droite et à gauche, au lieu d'avoir notre propre ligue. On a les joueuses qu'il faut, on est reconnu au niveau mondial, et je suis sûr que une ligue professionnelle féminine a attiré énormément de spectateurs. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Il est grand temps que ça arrive. Tu as bien raison. Et on a aussi Georges qui se connaît énormément dans le soccer canadien. Georges, qu'as-tu pensé de cette faillite canadienne, je dirais? Déception et une ratée monumentale. J'ai échangé un peu avec Adi sur les réseaux sociaux, puis il y a commentaire sur certains commentaires que moi j'ai fait à d'autres. Pour la première partie, si on regarde le tournoi comme tel, complètement d'accord avec les commentaires qui ont été faits. Il y a des problèmes quant à Christine Sinclair, une des meilleures joueuses de tous les temps, puis la supposément relève et à moitié d'âge. Donc, ça veut dire qu'on a une joueuse à 36 ans, puis une joueuse à 18 ans, puis il n'y en a rien entre les deux. Parce qu'on a tellement compté avec Christine Sinclair pendant des années qu'on n'a pas bâti une relève à quelqu'un qui arrive avec un bagage, une expérience de ce tournoi-là.
Je ne sais pas si Jordan aurait fait une différence ou non. On ne saura jamais. Mais c'est beaucoup d'espoir penser qu'une joueuse de 18 ans, c'était la clé pour faire avancer le Canada. C'est mettre trop de pression sur une joueuse de 18 ans qui, malheureusement, au niveau senior, n'a pas vraiment rien prouvé encore. Même chose pour Grosso, même chose pour Gabriel Carl. Potentiel, je ne sais pas si c'était prêt. À l'inverse, moi, j'étais très surprise de voir Chapman débuter le match. Moi, j'aurais mis Jade Rivière en partant. C'était une erreur. 2, j'adore Dez. J'ai coaché Dez dans une compétition internationale. Je l'adore. Mais c'est une joueuse à l'ancienne méthode canadienne. Une joueuse qui tape, qui gagne des ballons puis lance vers l'avant. Je pense qu'on est rendu ailleurs. On a besoin de quelqu'un plus technique dans ce poste-là. C'est un exercice simple. Prends l'équipe canadienne et compare-le à la France, compare-le à l'Angleterre, compare-le à l'Italie, compare-le à Hollande. Où est-ce que nos 11 partants jouent versus où jouent les autres joueuses des autres équipes? Nous, on a des joueuses universitaires. On a une joueuse en Jordan Itama qui va aller directement au pro, mais vient du Whitecaps. On a des jeunes de 18 ans, 19 ans, 20 ans qui sont à l'école, qui sont encore en club amateur, jouant contre ou faisant face à des équipes qui jouent à Lyon, Arsenal, Chelsea, Bayern Munich, etc., etc., etc. Ça, c'est le court terme. Où je ne rejoins pas Adi en ce moment, c'est avoir une ligue canadienne. Je pense que ça aiderait le bassin, mais ça n'aiderait pas les meilleures joueuses. Des gens oublient qu'on a déjà eu une ligue nord-américaine semi-professionnelle avec des équipes à Montréal 3 fois, Ottawa, Toronto, Guelph, Vancouver, Calgary, qui jouaient dans l'ancien W, qui à ce moment-là était la meilleure ligue au monde. Les joueuses européennes venaient jouer ici, puis c'était pas financièrement viable. Ça fonctionnait pas. Juste le voyagement coûte trop cher. Puis faire une ligue professionnelle qui est en ligue professionnelle juste en nombre et n'est pas le même investissement que les ligues domestiques en Europe ne va pas nous aider. Moi, j'utilise l'exemple au Québec. On a maintenant la ligue semi-professionnelle, la PLSC. Tout le monde est content de dire qu'on a une ligue semi-pro féminine. C'est les mêmes 100 joueuses qu'au lieu d'être en club Ligue Elite, maintenant sont repartir sur 5 ou 6 équipes semi-pro. On n'a pas tiré des nouvelles joueuses. On n'a pas cherché des nouvelles joueuses. Il n'y a aucune joueuse européenne qui vient jouer dans notre ligue semi-pro. Alors, oui, une ligue professionnelle peut-être aiderait le bassin, le deuxième niveau de joueuses. Il donnait une raison aux joueuses de continuer à jouer à haut niveau. Mais les meilleures joueuses, puis j'inclus Christine Sinclair, que pour des raisons familiales a toujours resté à Portland pendant des années. Ça ne nous aide pas. Le soccer féminin est rendu ailleurs. C'est une ligue, c'est une profession professionnelle. Les joueuses qui sont en Europe, ils jouent dans la Champions League, ils jouent dans le championnat européen à tous les 4 ans. Donc, ces joueuses-là font face à des compétitions de haut niveau à tous les 2 ans. Ils ont des matchs de haut niveau semaine après semaine. Combien de matchs nos joueuses jouent par année vraiment de qualité? C'est ça le problème. C'est que nos meilleures joueuses doivent jouer contre les meilleures ailleurs. Puis, même la NWSL, les États-Unis, le pays avec une des populations les plus grandes au monde, ils ont une Ligue Pro à 7 équipes ou 8 équipes, je pense. 3 équipes, ils ont des problèmes financiers. Même la NWSL n'est plus le choix des joueuses professionnelles. Regarde les grands joueurs européens, combien ont joué dans le réseau universitaire américain et combien ont joué dans la NWSL? Il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est mon montée de ligue contre le Canada. C'est bon. Et d'un autre côté, Élodie, si on regarde du côté de la Suède, selon toi, pourquoi la Suède a réussi à battre le Canada? Elles ont une ligne d'attaque qui peuvent être efficaces quand elles ont envie et elles ont une bonne une bonne défense niveau repli et tout ça. C'est ce qu'elles avaient fait justement contre les États-Unis aux Jeux Olympiques de 2016 en faisant tourner la balle et en évitant que l'adversaire touche le ballon. Et autant en première mi-temps la Suède, j'ai cru honnêtement que le Canada pouvait faire quelque chose. Donc moi, ça m'a un peu choqué de les voir partir là. Et puis en deuxième mi-temps, elles ont mis la seconde vitesse, quoi. Elles sont allées, puis elles ont marqué, et puis après elles ont pris l'engrenage et j'ai cru même qu'elles allaient doubler le score et ouais. Enfin, honnêtement, je suis déçue pour le Canada. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une dernière petite chose à rajouter sur ce match? Mais
Oui, vas-y, Georges. Moi, j'allais dire à deux choses. Si on regarde le match, à la fin de la première demi, le Canada a changé encore un 3-5-2, puis avoir le dessus sur l'équipe. Moi, je pensais qu'en sortant la deuxième demi, le Canada allait rester en 3-5-2, puis aurait fait un changement pour embarquer un latéral plus rapide, qui n'a pas été le cas. Ils ont revenu à le système de base. Et quand ils ont donné le but, il a pris trop longtemps. Tout coach savent que quand ça va pas bien, puis en plus, quand tu perds, il faut changer quelque chose. Il faut changer la dynamique. Puis ça a pris trop longtemps, justement, pour le Canada de changer la dynamique. Exactement, et c'est là, on se rejoint ici, Georges, lorsque je disais que j'ai nommé Huitema, bien évidemment, j'ai nommé Carl, j'ai nommé Grosso. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que il y a eu un manque de mouvement du côté de Heiner Moller. Et puis, peut-être, effectivement, comme tu le dis, on ne sait jamais si jamais ça aurait fait la chose. Oui, il y a beaucoup de pression sur ces petites jeunes joueuses de 18 et 20 ans. Par contre, si on les met pas dans des situations comme ça, on va pas savoir ce qu'elles ont dans le ventre. Peut-être que ce serait leur moment de briller. Peut-être pourquoi pas le voir d'une autre façon en disant, bon, il te reste 10 minutes. Dans le temps, les changements étaient à la 84e minute, les deux changements dont j'ai parlé. Il te reste 10 minutes avec le temps additionnel. Pourquoi pas à ce moment-là les lancer? Si ça marche, c'est très bien. Si ça marche pas, c'est pas grave. Elles sont jeunes, elles auront pris de l'expérience. Mais ces joueuses-là ne sont même pas rentrées durant toute la compétition. Tu fais rentrer des joueuses défensives. Bref, en tout cas, on va pas revenir là-dessus. Je trouve que je pense qu'il est grand temps que le monde réalise que Heiner Moller n'est pas la solution pour le futur de la sélection canadienne. J'espère qu'on verra du changement très bientôt et qu'on passe qu'on trouve une nouvelle personne qui serait capable de faire progresser cette sélection-là et donner la chance et former, comme l'a dit Georges, la nouvelle génération, pas seulement celle qui a 20 ans, mais celle qui vient après, et après, et ainsi de suite. Mais moi, je vais aller plus loin. Je l'ai dit à quelques reprises sur Twitter. Moi, je pense que John Herdman le voit venir, que c'était... il est arrivé à la fin, ce groupe-là. Il n'y a aucun entraîneur... En tout cas, moi, je ne connais pas un entraîneur qui quitte une équipe juste avant la Coupe du Monde. Ça n'a pas de sens. Et je pense qu'il voyait venir qu'il pourrait avoir un dérape. Il s'en servait de son statut un peu d'héros au Canada pour le soccer. Il s'est servi du fait que l'Angleterre cherchait un entraîneur, puis son nom revenait sur beaucoup de journalistes comme le prochain candidat pour être entraîneur en Angleterre, pour se trouver un autre emploi où les attentes sont très, très bas. Il n'y a personne qui va le critiquer si le Canada prend 3 ans ou 2 ans pour s'améliorer des côtés d'hommes. Et il y a quelque chose qui a cloché. Puis après, on nomme un entraîneur que personne vraiment connaissait. Il n'y a pas eu de cherche d'emploi, il n'y a pas eu d'entrevue. C'était moi je quitte, voici le nouveau coach. Fait, chose faite. Parce que, n'oublie pas, en 2011, le Canada a fini dernier à la Coupe. Les gens, ils ont été surpris quand ce monsieur qui arrivait de la Nouvelle-Zélande était engagé, personne ne le connaissait, on se demandait c'était qui, qu'est-ce qui va arriver. Il a fait du bon travail, mais les 2 médailles de bronze ont été gagnées à l'arraché. Ça a caché beaucoup de défauts dans le système, mais on est tous fiers de 2 médailles de bronze, etc. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de respect pour les joueuses. Jamais je vais critiquer les joueuses, mais moi, je ne peux pas comprendre que Christine Sinclair n'a pas tiré le péno. Je suis d'accord. Il n'y a aucune logique pour moi que sur, comme on dit en anglais, the biggest stage. Au plus haut niveau. Au plus haut niveau, dans une Coupe du Monde, ta dernière Coupe du Monde, tu es à 2 buts de battre le record de tous les temps. Tu as une chance presque donnée pour marquer un but. Pourquoi elle n'a pas tiré? Est-ce que c'est vraiment elle qui a décidé de ne pas tirer? Si c'est le cas, parfait. Je respecte ça. Elle l'a dit, Georges, et elle a dit, et même Becky l'a dit, comme quoi c'est Sinclair qui a proposé à Becky, parce que Becky faisait une très mauvaise Coupe du Monde, et je pense qu'elle voulait lui donner je sais pas si c'est, comme tu le dis, si elle a été lâche, ou bien si elle a juste voulu donner un peu la chance à Becky de reprendre un peu confiance, je sais pas. Mais la Coupe du Monde n'est pas là pour donner la confiance. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Excuse, là, on a eu la même discussion quand on a parlé que le Canada, je ne sais pas dans quel match, à un moment donné, le Canada, il dit on aurait pu donner une chance à telle joueuse à la fin de match. La Coupe du Monde, ce n'est pas pour donner la chance. Ce n'est pas une expérience de vie, c'est gagner. That's it. Puis, si Christine manquait de confiance, parfait, je respecte ça, c'est dommage. Mais s'il l'a fait parce qu'elle voulait bien faire pour les jeunes,
Oublie ça, là. À ce niveau-là, il faut avoir un certain égoïsme. Martha aurait jamais laissé une autre personne prendre un péno qui... Rapinoe l'a pas laissé à Morgan, par exemple. C'est ça. Un winner, c'est un winner. C'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Et en parlant des winners, si vous le voulez bien, on va faire comme au dernier tour là, nos prédictions pour les quarts de finale. Donc, demain à 15h heure du Québec, à 21h heure française, il y a la Norvège qui va affronter l'Angleterre. Pour toi, Elodie, là, c'est qui tu vas passer au prochain tour? Si la Norvège continue sur la même lancée, elle peut faire mal. Elle peut, allez, je dirais la Norvège. Parfait. Et toi, Georges? J'ai un coup de cœur pour la Norvège, mais avant, qu'est-ce que j'ai lu ce matin? J'aurais dit l'Angleterre, sauf que je viens d'apprendre que ça se peut les 2 défenseurs centraux ne sont pas disponibles. Puis une autre joueuse qui, le nom m'échappe aussi, blessée. Donc, ça pourrait pencher vers la Norvège, mais si tout le monde est capable de jouer, moi, j'irai avec l'Angleterre. Parfait. Et finalement, Adi? Moi, je pense que ça va être l'Angleterre. Je pense que ça va être l'Angleterre, d'après ce qu'on a vu depuis le début de la Coupe du Monde. Et tellement on fait d'épisodes quotidiens sur la Gold Cup que je suis un peu perdu. Ouais, non, la Norvège n'est pas dans cette Gold Cup. Non, hein? Le match qui suit, c'est le lendemain, à la même heure. C'est France-États-Unis. Une rencontre assez spéciale pour Elodie, puisque c'est son pays face au pays qu'elle suit énormément. Donc, pour toi, Elodie, ça risque d'être assez dur à regarder. Assez tendu, assez stressant, hein, je confirme. Fou là là. Donc, ouais, si la France continue à jouer comme l'a joué précédemment, je pense qu'on va avoir très très peur. Donc, ouais, j'espère que la France va se réveiller, va faire quelque chose, parce que quand même, je soutiens mon pays. Mais ouais, ça va être très, très chaud. J'aimerais que la France passe, honnêtement. Mais ouais, la France, allez, pourquoi pas. Allez, les Bleus. Et toi, Adi? Moi, je suis arrivé à un point dans la compétition où j'ai bien envie... j'ai bien envie de voir autre chose. Donc oui, je dirais la France parce que j'ai pas envie que les États-Unis passent, parce que j'ai envie de voir autre chose dans cette Coupe du Monde, voir quelque chose d'inhabituel. Donc oui, j'aimerais que la France passe. Puis je pense que je vais prendre la France parce que c'est très difficile de choisir entre les deux. Et chers auditeurs, ne vous inquiétez pas, là, je crois que même si les États-Unis sont éliminés, on risque de finir la compétition tout de même, hein, Adi? Ben oui, bien évidemment, bien évidemment. Parce que on la suivait principalement pour les États-Unis et le Canada, mais comme vous pouvez voir, là, on suit tous les matchs. Donc, et toi, Georges, États-Unis ou France? Moi, je pense que ça va être un gros match, puis je pense que la France va sortir gagnant, puis je pense que ça va faire du bien pour le soccer féminin à l'échelle mondiale. Excellent. Bon. Donc, c'est unanime pour la France. Donc, à tous les Français qui nous écoutent, dédicace à vous. Un autre quart là, qui est vraiment intéressant, c'est Italie-Pays-Bas. On parlait tantôt d'une possible surprise de l'Italie. Pour toi, Georges, là, Italie ou Pays-Bas? La grande aventure des Italiennes devrait prendre fin à ce match-là, selon moi. L'Hollande a trop de puissance. Il y a les 2 joueuses à l'attaque, c'est sûr qu'on les voit venir, ils sont fortes. Spitz, hier, a été dominante au milieu de terrain. Le terme en anglais, a beat. Si on parle de Shea Weber des Canadiens, joueuse intimidante, physique, techniquement forte, relance, leader. Je pense que l'Italie va manquer un peu de jus contre l'Hollande demain. Ça va être un bon match, mais je pense que l'Hollande, on va voir les éventuelles championnes se lever demain. Et toi, Adi? Je suis complètement d'accord aussi. Même ça me fait du mal. J'avais dit que l'Italie passerait pas la Chine, mais là, je pense vraiment que c'est
c'est presque impossible parce que jouer le Catenaccio avec autant de contre une équipe qui est quand même très 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 forte offensivement. On passe à Van den Sanden de Lyon, on pense à Miedema d'Arsenal. Il a mentionné Georges Spitz. En tout cas, ça, ouais, je pense pas. Et il y a Lique Martens aussi qui est à Barcelone. En tout cas, ils sont juste trop forts offensivement pour tomber face à un Catenaccio de l'Italie. Je pense que ce sera les Pays-Bas. Parfait. Et finalement, Élodie? Ouais, je pense exactement la même chose, à moins qu'il y ait un retournement de situation en fin de rencontre, genre un penalty, mais je vois bien les Pays-Bas passer aussi. Parfait. Donc, c'est encore une fois unanime. Et finalement, là, le dernier quart, Allemagne-Suède, a dit, penses-tu que les bourreaux du Canada peuvent l'emporter face à la puissance de l'Allemagne? Elles peuvent, oui, bien évidemment. Je pense que ce sera un match très serré. Par contre, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de l'Allemagne, malgré le fait qu'elles ont perdu leur meilleure joueuse, Marojane. Je sens qu'elle joue en fait mieux depuis que Marojane est blessée, bizarrement. Non, je vois l'Allemagne quand même passer. Je trouve elles sont meilleures sans leur meilleure joueuse. Je sais pas, c'est bizarre, mais c'est ce que je sens. Parfait. Et Georges? Je pense que c'était dans les années 70. Il y avait un dicton sur le football international disant le soccer, c'est un sport, on joue pendant 90 minutes puis l'Allemagne gagne. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais si l'équipe joue comme ils ont joué contre la Nigeria, je pense qu'ils devraient s'imposer sur la Suède. La Suède ils ont bien fait contre le Canada, mais ils n'ont pas dominé, ils n'ont pas imposé. Je pense que l'Allemagne sont tellement bien organisés, tellement bien structurés, ils ont un focus sur la tactique que le jeu de contre-attaque de la Suède devrait avoir la difficulté. Donc, moi, ça va être un match serré, mais je pense que je vais aller pencher vers l'Allemagne. Parfait. Et finalement, Élodie? Ouais, l'Allemagne aussi. La petite Dabritz, là, elle est en forme, donc je pense que la Suède va s'arrêter là. Parfait. Donc, on est assez unanime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un dernier mot? En fait, le seul match où on n'est pas unanime, c'est Norvège-Angleterre, en fait. Donc, finalement, on est unanime sur tout le reste. Donc, on devrait avoir une demi-finale Italie-Allemagne et puis une autre demi-finale France. Puis, on ne sait pas trop entre les deux, entre Norvège et Angleterre. On verra si on a raison, mais en tout cas, c'est bizarre de voir trois personnes qui sont quand même, comme vous le voyez au fil des épisodes, on a des pensées quand même assez différentes. Et c'est bizarre de voir qu'il y a trois pensées différentes qui pensent la même chose. Donc, voilà. Exactement. Tu n'as pas donné tes prédictions, toi, Anthony? Je suis assez d'accord avec vous, mais entre la Norvège et l'Angleterre, là, j'ai l'impression que la Norvège peut s'en tirer. Ouh, OK. Parfait. C'est ça ma prédiction. Sinon, je suis assez d'accord avec vous là, pour France, Italie et Allemagne. Mais oui, encore merci à notre invité Georges. C'était un plaisir et assurément on se retrouve pour le prochain podcast. Toujours un plaisir. Comme je dis souvent, quand c'est question de parler du soccer et du soccer féminine, je pourrais passer pendant des heures. Parfait. Et encore une fois, merci à notre experte féminine sur Culture Soccer. Merci, Élodie. Merci à vous pour l'invitation. Parfait. Et on souhaite un bon match, surtout vendredi. Ça risque d'être assez spécial pour toi. Ouais, on va croiser les doigts très, très fort. Parfait. Et merci à toi, Adi. Hein? On a eu une grosse journée aujourd'hui. Ouais, une grosse journée avec 2 podcasts de suite, mais on aime ça. Merci à nos invités encore une fois d'avoir répondu à notre appel. C'est toujours très excitant de parler avec vous. C'est bien d'avoir des discussions civilisées malgré le fait que des fois on n'est pas d'accord par rapport à ce qu'on dit. C'est ça qu'il faut que tout le monde fasse. Toujours discuter de manière civilisée et puis avoir chacun son opinion, quelle qu'elle soit. Mais bref, moi, j'ai adoré jusqu'à maintenant nos podcasts, puis on va continuer, comme l'a dit Anthony, même si les États-Unis sortent, on continuera à parler de cette Coupe du monde féminine jusqu'à la fin. Pas besoin de supporter les États-Unis seulement pour avoir d'autres podcasts. Vous pouvez supporter qui vous voulez et le podcast va continuer. Donc, merci également à vous, là, chers auditeurs, d'être aussi fidèles malgré
la quantité énorme de podcasts. On espère que vous les appréciez. Et si vous les appréciez, dites-le en commentaire. Et si vous les appréciez un peu moins, dites-nous pourquoi. Et partagez notre contenu, que ce soit écrit ou en podcast, parce que oui, on fait des podcasts sur la Gold Cup et la Coupe du Monde, mais il y a également des articles qui sortent à chaque match des États-Unis ou du Canada, que ce soit dans n'importe quelle compétition. Donc, restez à l'affût et on se dit à la prochaine.